Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode des Chroniques du football américain où je suis très heureux de vous retrouver avec ma team au grand complet, l'incontournable Romy, l'incartonnable Corsi et moi-même qui vous salue bien bas. Waouh! Quoi, y a un problème? Sachez mon ami que je ne saurais rester neutre devant de si beaux habits d'apparat et que je serais bien pleutre de ne point vous demander où vous êtes-vous donc procuré cela. Mais pourquoi il parle chelou comme ça? Il veut savoir où t'as eu ton t-shirt du con. Non mais tu peux pas demander normalement, sérieux? Vous pouvez retrouver ce magnifique t-shirt ainsi que plein d'autres articles de la même collection sur le site myfootballbox.fr qui est le premier site en France à proposer une box par abonnement pour tous les joueurs de football américain. Pour une valeur de 29,99€, recevez tous les 2 mois une box contenant 3 à 8 des meilleurs produits du moment. Textiles, accessoires, nutrition et plein d'autres surprises en rapport avec le foot US pouvant valoir jusqu'à 80€. Donc déjà ça c'est ultra cool, mais en plus en parallèle ils ont monté un petit e-shop et c'est là que ça va nous intéresser. MyFootballBox propose dans son e-shop une collection exclusive appelée French Football Player faite en partenariat avec le graphiste HD Design qui a entièrement créé le logo. La collection comprend un t-shirt, un sweat à capuche déclinables tous les deux en blanc et en noir et un mug à remplir de café pour vos longues soirées de match. Et accrochez-vous bien car grâce au code promo Chronique du Foot, vous pouvez bénéficier de moins 10% sur toute la collection French Football Player. Donc foncez sur le site, c'est 100% sécurisé, il vous livre en moins d'une semaine et en plus la qualité elle est ouf. C'est du coton 100% bio et c'est de l'impression Made in France, Cocorico. Et bah tu vois que j'ai bien fait d'avoir posé la question. En tout cas c'est sympa de leur part de t'avoir filé un t-shirt. Je pars du principe que c'est pas en piratant son album que tu soutiens un artiste et que c'est pas en demandant des cadeaux que tu aides une boîte à se lancer. Donc non, j'ai bien payé mon t-shirt. Mais quel altruisme! Il est maintenant temps de revenir à nos moutons, car après avoir déterminé dans quelle escouade vous aimeriez être grâce à l'épisode 4, je vous vois d'ici trépigner d'impatience et me demander... Mais oh, toi, Romain, grand sage parmi les sages, encyclopédie footballistique et maître à penser de notre sport outre-Atlantique. Mais tu les vois vraiment te dire tout ça là-dedans? Ah, mais Romy, laisse-les finir, s'il te plaît. Après nous avoir illuminé de ton savoir sur quelle escouade rejoindre, nous voilà fort démunis quant au choix du poste où nous aimerions être. Eh bien, soyez sans crainte mes chers amis, car dans cette vidéo, nous allons énumérer ensemble les différents postes qui composent une équipe de football américain, leur histoire et leur rôle au sein de chaque escouade. Ah, parce que tu peux leur répondre aussi? Ah non, franchement, ça me troll le cul. Mais il est réellement con en vrai. Bienvenue dans les Chroniques du football américain. Depuis sa naissance et jusqu'à nos jours, le football américain n'a cessé d'évoluer et par conséquent, les postes et le rôle des joueurs qui les occupent ont aussi connu des modifications importantes au cours des siècles. Et comme pour bien choisir, il est important de bien comprendre les bases, je vous propose un petit voyage dans le temps. Pas trop long, parce que j'ai le mal des transports. 1870. Oh non, c'est loin. Si nous remontons aussi loin, c'est tout simplement pour se rendre compte qu'à l'époque, le football américain ressemblait plus au rugby qu'au football qu'on connaît aujourd'hui, avec un jeu fluide et continu, sans interruption quand on passait de l'attaque à la défense, et avec des joueurs qui jouaient des deux côtés du ballon. Car pour le moment, il n'est pas encore question des squads attaque ou défense, il y a 11 joueurs, tout le temps les mêmes, et ils sortent jamais du terrain. Comme les joueurs jouaient aussi bien en attaque qu'en défense, il n'était donc pas nécessaire d'avoir des noms différents. Il y avait les joueurs de ligne qu'on appelait rushers et les joueurs placés derrière la ligne qu'on appelait back ou arrière. 7 joueurs sur la ligne et 4 dans l'arrière-champ. À cette époque, quand un joueur était plaqué au sol avec la balle, il devait la poser par terre et crier down, ce qui signifie à terre pour éviter de nouvelles tentatives adverses de voler le ballon. Donc là on s'écarte un peu du sujet, mais vous pouvez apercevoir les prémices de ce qu'on appelle le décompte qui donne le top départ d'une action et qui se prononce dans la plupart des cas down, set, hut, à part pour les originaux où là ça devient n'importe quoi. Blue 28! Blue 28! C'est maintenant? Attends. Black Razor 22, 6h33. Et maintenant? Pas encore. Red 50! Ça a été le week-end avec les gosses? On m'en parle pas, je suis parti me balader en forêt, j'en ai perdu un. Fuck defense, deep black hole. C'est long, Prépare-toi. Maintenant. Parenthèse fermée, revenons en 1870. Une fois que la balle était à terre, une mêlée se mettait en place et tous les joueurs poussaient vers l'avant en déplaçant le ballon avec leurs pieds jusqu'à ce qu'il soit expulsé par un côté de la mêlée et récupéré par un joueur qui pouvait courir avec. On s'est d'ailleurs vite rendu compte que les joueurs qui excellaient au poste de coureur étaient souvent trop petits et légers pour être dans la mêlée et inversement pour les mecs de ligne qui étaient trop gros et massifs pour courir. Première étape de réflexion sur votre futur poste. T'es gros, tu pousses, t'es maigre, tu cours. C'est d'ailleurs à la fin des années 1870 que les équipes commenceront à désigner leur joueur le plus fort comme le centre de leur mêlée et qu'ils intégreront la technique du snapping qui consiste à envoyer le ballon en arrière au coureur le plus proche, donnant ainsi un nouveau nom à ce poste central, le snapperback. Snap qui à la différence d'aujourd'hui se faisait en arrière au pied d'un coup de talon dans le ballon, donc imaginez la précision. En 1880, le football abandonne la mêlée pour le système de ligne ouverte et invente la règle de la ligne de scrimmage. C'est une ligne imaginaire perpendiculaire au ballon au départ de l'action que les joueurs ont interdiction de franchir avant que le snap soit fait sous peine de pénalité. Le snapperback continue de débuter chaque action par une talonnade qu'il peut faire tranquillement en n'étant plus dans la mêlée, mais un joueur a maintenant été mis en face de lui pour lui compliquer la tâche, il s'agit du center rush qu'on pourrait traduire par celui qui charge le centre.
On n'oublie pas qu'à cette époque, les joueurs jouent des deux côtés du ballon, donc le snapper back et le center rush sont en fait un seul et même joueur. J'ai connu un mec comme ça qui faisait des vidéos sur internet. Il était persuadé qu'il était des deux côtés de la caméra, qu'il était en train de tourner et qu'il se filmait en même temps. Puis il se parlait et tout, une sorte de schizophrénie. C'était vraiment triste à voir. Non mais là rien à voir, je dis juste que le joueur joue aux deux postes en fonction qu'il attaque ou qu'il défende. Au début des années 1890, on autorise le snapper back à envoyer la balle avec les mains et entre ses jambes comme c'est le cas aujourd'hui, et c'est au milieu des années 90 qu'on abandonnera le nom de snapper back pour celui de centre, qui est celui qu'on utilise encore de nos jours. Super, mais là t'as parlé que d'un seul mec sur la ligne. C'est qui les 6 autres? Ouh, mais quelle impatience et quelle fougue, mon Romy, j'adore ça. Dans les années 1800, la quasi-totalité des jeux étaient des courses extérieures. C'était donc les rushers extérieurs qui exécutaient la majorité des plaquages. C'est pour cette raison que l'on a fini par les appeler tackle, qui se traduit par plaquer. On retrouve du coup des tackles en attaque et en défense, car on n'a pas encore trop décidé qui avait le droit de plaquer ou non, donc dans le doute on s'est dit que tout le monde pouvait. Le joyeux bordel. Oh, tout le monde a le droit de s'amuser un peu, vu rabat-joie. C'est seulement dans les années 1960 que le football à deux escouades, attaque et défense, a commencé à se démocratiser, et donc on a fait le distinguo entre les tackles défensifs et les tackles offensifs. Et c'est plutôt ironique d'avoir gardé ce nom-là pour les joueurs de l'attaque quand on sait qu'aujourd'hui il est interdit pour un attaquant de plaquer un défenseur sans raison valable. Et je répète pour ceux qui se poseraient la question, le fait qu'il ait insulté votre mère n'est pas une raison valable. Merci pour cette précision Romy, nous allons pouvoir maintenant nous intéresser à tout ce qui se passe derrière la ligne et plus précisément dans le backfield. Pour bien comprendre comment les noms ont été attribués aux différents postes se trouvant derrière la ligne dans le champ arrière, il nous faut le diviser en 4 parts égales. Un 4/4. Putain, j'ai faim. Une fois cette division faite, nous allons nous intéresser aux lignes où sont placés les différents joueurs dans le champ arrière, c'est-à-dire la ligne des 1/4 ou quarter en anglais, la ligne du milieu half et la dernière ligne couvrant le terrain en entier, full. Et là, normalement, vous voyez déjà un peu où je veux en venir. Non. Non mais ça c'est normal, Romy, t'inquiète. Une fois ce placement fait, le nom des postes était tout trouvé car il suffisait d'associer la position sur le terrain et le fait qu'ils soient tous derrière la ligne pour donner le quarterback, le halfback et le fullback. Ah mais si, j'ai compris. Le un petit peu reculé, le moyen reculé et le très reculé. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que ces postes étaient présents aussi bien en attaque qu'en défense et qu'on retrouvait des quarterbacks des deux côtés du ballon. Et ça jusque dans les années 1960 avec la scission attaque-défense et la création des postes de linebacker et de defensive back. Dans ces années-là, le poste le plus important d'une équipe était le fullback. Pas le quarterback. Véritable couteau suisse aussi bien en attaque qu'en défense, placé le plus près de la ligne d'en but, il était le dernier rempart défensif, mais aussi le retourneur de beauté, le punter et le kicker de field goal. C'était un poste tellement important qu'ils étaient surnommés l'artillerie de l'équipe. Ça laisse surtout plus grand chose à faire aux autres. Nous avons ensuite les halfbacks, qui sont l'équivalent des linebackers en défense et qui sont surnommés la cavalerie de l'équipe en attaque car ils passaient le plus clair de leur temps dès qu'ils avaient le ballon à essayer de traverser en force les lignes adverses. À cette époque, le halfback est un joueur polyvalent, aussi bon plaqueur que coureur et qui peut même être kicker par moment. Et nous retrouvons en dernier le quarterback qui en défense se trouve en position de middle linebacker et dont la seule responsabilité en attaque est de récupérer la balle du snapperback, d'orienter le jeu d'un côté ou d'un autre et de faire la passe au halfback. Passe qui devait forcément être en arrière car à cette époque la passe en avant est illégale et sans jamais bouger car il avait interdiction de courir une fois qu'il avait récupéré la balle envoyée par le snapperback. Il avait au moins le choix du côté. Eh bien même pas car le jeu était souvent appelé par le centre ou par le capitaine qui était souvent un homme de ligne à cette époque. Ah, vous avez bien entendu là, tous les petits trous du cul qui se la racontent parce qu'ils sont cubés. On a tendance à oublier d'où on vient, hein. Donc maintenant, pouet pouet. Oh, comme tu y vas, Romy. Ah, pardon, tu sais quand je sors de mes gonds. De toute façon, on en a terminé avec cette partie, donc on va pouvoir passer à la suite. Ah, hostie de tabernacle de Christ, là, vas-tu le fermer ta trappe que je puisse enfin causer? Bordel, mais c'est qui lui? Ah, mais c'est mon correspondant canadien, Romaric Galernac. Quand il a su qu'on faisait une vidéo sur les postes du football américain, il a insisté pour pouvoir intervenir. Non mais la moindre des choses, c'est de prévenir, merde. Enfin, c'est mes vidéos, on n'invite pas n'importe qui. Cesse donc d'avoir les baguettes en l'air et de faire la baboule, mon chum. C'est juste que quand j'ai su que vous autres, maudits français, vouliez faire un film sur les football player position, je me suis dit, mon Romaric, plutôt que d'avoir trop fret à faire de la traîne sauvage dans la slush toute la sainte journée, va donc les accommoder dans leur broche à foin et leur apporter ton savoir canadien sur tout ce sujet-là pour que leur affaire soit ketchup. Ah par contre, moi je pige rien à ce qu'il raconte. Bon ok, on va souhaiter la bienvenue à Romaric, on va passer le bonjour à tous nos amis canadiens au passage, et on va partir sur les explications du premier poste, et pas des moindres, le quarterback. Contrairement aux années 1800, le quarterback aujourd'hui est un joueur clé dans une équipe. Capitaine de l'attaque, c'est lui qui a la vision du jeu, qui distribue la balle aux différents joueurs sur le terrain en fonction des stratégies appelées, capable de lancer le ballon avec précision ou de le transmettre de main à la main au coureur. Il sait adapter son jeu en fonction des situations et de ce que l'équipe adverse propose comme défense. Il peut aussi courir avec la balle et même dans certains cas recevoir une passe. C'est donc un joueur complet et un fin stratège qui connaît sur le bout des doigts son cahier de jeu et qui peut très vite analyser une situation pour en tirer le meilleur profit.
Chez nous autres, on l'appelle carrière. Vous, les Français, vous avez vraiment l'air smart à tout garder américanisé comme ça, là. Vous êtes donc rendu au bout pour pas être capable de translate un hostie de mots? Donc pour tous ceux qui convoiteraient le poste de quarterback, sachez que c'est un poste très compliqué et sûrement le plus ingrat de ce sport, car il demande 2 fois plus d'investissement, aussi bien sur le plan sportif que connaissance du cahier de jeu. Vous devez tout connaître par cœur, savoir gérer votre attaque, être capable de gérer la pression aussi bien de la défense en face que du fait que toute la réussite des jeux repose sur vous et que si vous foirez, c'est toute l'attaque qui foire. Mais pourtant dans les films ou les séries, ça a juste l'air d'être trop cool d'être quarterback. Oui, et c'est justement pour ça que beaucoup de monde en arrivant au foot US veut jouer à ce poste, car ça a l'air cool, sans savoir tout ce que ça implique et à quel point c'est compliqué. Donc soyez bien sûr de votre détermination et de votre investissement, et sachez par contre que si vous y arrivez à force de travail et de persévérance, c'est un poste qui offre de grandes satisfactions. Pour sûr que pour être un hostie de carrière, faut pas branler dans le linge. Une grande idée cet intervenant Romy. Allez, on continue, et vu qu'on a commencé par l'attaque, autant y rester, donc poste suivant. Un second poste clé de l'attaque sont les receveurs ou wide receivers en anglais et ils ont pour rôle d'attraper les balles que le quarterback leur lance en suivant un tracé bien spécifique en fonction de la stratégie annoncée. C'est là qu'on voit qu'on est bien plus précis nous autres, car chez nous on les appelle les receveurs de passe. Ah, parce que selon toi, ils peuvent recevoir autre chose. Des boules de neige, du sirop d'érable. Mais voyons donc, qu'est-ce que j'en sais, moi, stop avec tes jokes, hein, sinon je vais vite être tonné. Historiquement, on retrouvait les receveurs en dernier homme de ligne de chaque côté, mais ils étaient très peu utilisés pour la passe car leur position les amenait immédiatement dans un trafic dense de joueurs, ce qui compliquait fortement les passes. C'est seulement en 1930 que certaines équipes ont décidé de les déplacer le long de la touche et ainsi leur permettre de mieux se démarquer pour recevoir des passes. Donc c'est un poste qui demande une grande condition physique d'être agile et rapide car les matchs sont tout simplement un enchaînement de sprints, une bonne connaissance de son cahier de jeu et de ses tracés, ainsi qu'une bonne maîtrise de ses mains pour pouvoir attraper les balles dans toutes les situations et à n'importe quel endroit sur le terrain. Le receveur doit savoir aussi protéger et bloquer les joueurs de la défense pour les empêcher d'aller plaquer le porteur du ballon. Il faut donc qu'il soit capable d'avoir un impact assez fort pour pouvoir stopper un défenseur. Et c'est un des rôles du receveur qu'on a tendance à oublier en ne pensant qu'il ne sert qu'à attraper des balles, mais qui est d'une importance capitale pour le bon déroulement de certains jeux. Quoi comme jeu par exemple ? Eh bien comme les jeux de course mon cher Romy, ce qui nous fait une superbe transition pour pouvoir parler d'un autre poste très important de l'attaque, le running back. Descendant direct des halfbacks de 1800, c'est un poste qui demande énormément de physique, d'endurance et de résistance au choc, car son rôle sera de récupérer le ballon que le quarterback lui donnera directement dans les mains, d'avoir une excellente lecture des trajectoires à suivre et de courir en plein dans le trafic à travers la défense adverse. Et croyez-moi, il y a du monde dans le trafic. Il sert également de protection en bloquant les joueurs qui tenteront de plaquer le quarterback et il pourra même avoir le rôle de receveur et attraper les balles, offrant ainsi une cible supplémentaire pour le QB. Je m'en vais te dire que t'as pas intérêt d'être un tweet ou un TQ pour play en demi-offensif, car sinon tu vas vite te faire ébouriffer la peignure par les chums de la défense. Mais demi-offensif ? Les gars, à force de vouloir tout traduire, ça veut plus rien dire vos postes là. Commence pas à garrocher des propos insultants sur notre façon de causer si tu veux pas qu'on se chicane, surtout que t'as complètement oublié de jaser du centre arrière. Du quoi ? C'est le fullback, je crois, Romain. Centre arrière, sérieux ? Le fullback d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui de 1800, car il a en fait les mêmes attributions qu'un running back, donc il peut courir avec la balle et attraper des passes, mais il est souvent plus grand et plus fort que le running back, donc il est généralement placé devant lui pour être utilisé comme bloqueur. C'est un poste qui disparaît un peu car il n'y a plus énormément d'équipes qui jouent avec un fullback préférant les formations avec un seul running et un receveur supplémentaire, et c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Sacré bonimenteur, va! Il est temps maintenant de passer de l'autre côté du ballon et de voir toutes les menaces qui pèsent sur nos pauvres petits attaquants, donc commençons tout de suite par la menace numéro 1, la ligne défensive. La ligne défensive ou D-line est composée de plusieurs joueurs grands, massifs et solides dont le rôle sera de faire barrage et de bloquer les trajectoires des running backs en cas de course ou alors, si c'est une passe, d'aller plaquer le quarterback avant qu'il ait eu le temps de lancer la balle. Ligne qui peut être composée de 3 ou 4 joueurs selon la formation défensive appelée. On retrouvera au centre de la ligne 1 ou 2 tackles défensifs qui ont pour responsabilité les courses intérieures, et en bout de ligne, on retrouvera les defensive ends qui eux auront pour rôle principal de contourner par les extérieurs pour aller chercher le quarterback avant qu'il puisse passer, et par la même occasion de fermer ce qu'on appelle la poche pour que le quarterback ne puisse pas s'échapper s'il se sent en danger. Il faut donc pour pouvoir jouer à ces postes un bon gabarit, une bonne condition sportive car il faut allier force et rapidité, et une bonne lecture de ce qui se passe en attaque pour pouvoir réagir très vite et s'adapter. Normalement, si t'as de bons plaqueurs et ailiers défensifs sur ta line, les hosties d'attaquants en face, ils ont tellement la chienne qu'ils avancent pas une verge de tout le game. Une verge ? Bah, tu sais, notre unité de mesure à nous autres pour ce que vous appelez le yard. Non mais alors ça c'est pareil, qu'une coudée ça fasse 54 cm c'est logique, que le pied il en fasse 30, pareil, que le pouce en vale 2,5 cm, c'est pareil, c'est logique, c'est anatomique. Alors pourquoi la verge chez vous, elle ferait 91 cm ?
T'as-tu remarqué comment vos zizouilles elles rétrécissent dès que vous avez un peu frais de vous autres, maudits français? Et c'est vrai que passer 0 degré, elle est méconnaissable. Alors imaginez donc par moins 40, bande de niaiseux, tout ce qui se passerait dans vos culottes. C'est pas qu'on pète plus haut que le trou, c'est juste qu'on a plus de marge pour affronter le froid polaire. Non mais ouais, ça se tient. Eh mais du coup, en verge française, les terrains ils seraient vachement moins grands. Bon, on va enchaîner après ça. Ah mais c'est pour ça que c'est le bordel à chaque fois au milieu du terrain, c'est parce qu'ils veulent tous se rentrer dans le lard. Ah merci mon Romy de recentrer le débat, et laisse-moi te dire que tu fais fausse route car le rôle de la D-line n'est pas seulement de se rentrer dans le lard. En effet, en essayant de forcer le passage au travers de l'attaque pour essayer d'aller attraper le quarterback ou de bloquer la course, la D-line va par la même occasion ouvrir des brèches par laquelle d'autres joueurs de la défense vont pouvoir s'y engouffrer. Et ces joueurs ne sont autres que les linebackers qui se trouvent derrière la D-line en deuxième rideau défensif. C'est pas en tout pareil chez nous car on les appelle les secondaires. Il existe 2 postes au sein des linebackers, le middle linebacker qui devra couvrir le milieu du terrain et les outside linebackers qui eux auront pour responsabilité les extérieurs. On leur a même donné des petits noms tout mignons, Mike, Will et Sam. Mike est le linebacker central. Cette position lui donne une vision globale du jeu et donc une palette d'actions très variée, comme faire un blitz, c'est-à-dire une traversée des lignes adverses pour aller plaquer le quarterback avant qu'il ne lance, tenter d'intercepter la balle ou plaquer le receveur sur une passe courte au centre, ou alors plaquer le running back. Étant au centre du terrain, c'est souvent eux qui réalisent le plus de plaquages au sein d'une équipe. Donc c'est un poste très physique avec beaucoup de responsabilités, que ce soit sur la passe ou bien la course. Donc pour jouer middle linebacker, vous devez avoir une très bonne lecture et ne pas avoir peur d'aller au charbon, car de toute façon ce sera le charbon qui viendra à vous, et comme on dit, vaut mieux donner l'impact que de le recevoir. Les outside linebackers, ou Will et Sam pour les intimes, ont grosso merdo les mêmes assignations, bien que tributaires du côté où ira l'action. En effet, il sera plus dur pour un outside à droite d'aller plaquer un running qui partira sur une course à sa gauche. Mais ils sont généralement plus utilisés pour aller plaquer le quarterback car leur position leur permet plus facilement de contourner la guerre des tranchées qui se passe au milieu du terrain et d'aller attraper grâce à leur vitesse de course le QB avant qu'il ait eu le temps de transmettre son ballon. Donc tout comme Mike, Will et Sam doivent être des joueurs physiques, ne doivent pas avoir peur d'aller au contact et doivent avoir une très bonne vitesse de course pour espérer aller saquer le QB. Mais c'est super restrictif comme poste en fait. Ah bah tout le monde peut pas jouer Baker, c'est sûr. Surtout s'il faut obligatoirement s'appeler Mike, Will ou Sam. Allez, on enchaîne et on va parler des derniers postes qui ont pour rôle de défendre sur les receveurs, les defensive backs. Veux-tu plutôt dire les demi de coin? Mais je comprends pas quand tu parles. On a vu un peu plus tôt que le nom defensive back est apparu dans les années 1960 afin de différencier les halfbacks et fullbacks qui jouaient en défense. Et ils ont pour rôle principal d'empêcher les receveurs d'attraper la balle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que defensive back est un terme général qui englobe plusieurs postes, dont le premier est le cornerback. Ah mais voilà pourquoi les demi de coin, corner, coin. Es-tu un saint des saints pour que j'ai l'air d'un chien savant avec des niaiseries pareilles? Donc le cornerback se trouvera directement face au receveur et il ne devra pas le lâcher de toute sa course afin de le gêner dans son tracé et de l'empêcher d'attraper la balle. Par contre, si le jeu est une course, son rôle sera de se débarrasser du receveur qui essaiera de le bloquer et d'aller le plus vite possible sur le porteur du ballon. Et ce sera quasiment pareil pour le free safety qui est le deuxième poste qui compose la joyeuse bande des defensive backs. Tabernacle, c'est donc comme ça que vous collez le maraudeur? Mais d'où ça sort, ça maraudeur? Un maraudeur, chez nous, c'est un voleur. Il reste là, au tapis dans l'ombre et s'en vient chipper les balles des receveurs de passe. Le pire, c'est que c'est cohérent. Je capote pas à ta chalet pour le fun, tu sais. Le free safety, descendant direct du fullback de 1800, est le dernier rempart de l'escouade défensive. Situé entre 10 et 15 yards derrière la D-line, il a pour rôle d'empêcher les passes longues, mais aussi de stopper les courses qui ont réussi à passer les 2 premiers rideaux défensifs. Donc pour jouer defensive back et pour faire taire la plus vieille rumeur du foot US qui dit qu'un DB est un receveur qui ne sait pas attraper de balle, je dirais au contraire qu'il faut être aussi bon qu'un receveur, aussi rapide, aussi agile et avoir d'aussi bonnes mains, car c'est eux qui seront le plus à même d'intercepter les balles qui seront envoyées au receveur. Justice est enfin rendue. Je dirais qu'il faut même être meilleur qu'un receveur, car en plus d'avoir les mêmes aptitudes athlétiques et physiques, il faut en plus ne pas avoir peur du contact et savoir plaquer, ce qu'un receveur ne sait pas faire lui. C'est correct. Je crois bien qu'on en a fait tout le tour, là. Minute les gars, vous oubliez le poste le plus important de l'équipe? Bah on en a parlé au tout début du quarterback. Y a rien de plus important qu'un bon carrière, puis il va falloir que je rentre à la maison, moi. Et vous faites tous les deux erreur, car sans ce dernier poste, tu peux avoir le meilleur quarterback du monde, il ne te servira à rien. Ben couche qu'on baptise, là. Le poste le plus important selon moi, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai gardé pour la fin, est aussi le poste le moins représenté de notre sport. Sans lui, rien ne serait possible, et pourtant les joueurs de cette position sont appelés les joueurs de l'ombre. J'imagine que vous avez déjà compris de qui il s'agit, on parle ici des hommes de ligne offensive.
La O-line ou ligne offensive a la lourde responsabilité de protéger le quarterback en formant ce qu'on appelle une poche de protection autour de lui pendant qu'il fait une passe, mais aussi d'ouvrir des trous au running back pour qu'il puisse se frayer un chemin à travers la défense. Elle est composée du centre, notre ancien snapperback qui transmet le ballon au quarterback en début d'action. De chaque côté du centre, on aura 2 gardes et enfin, à chaque extrémité, on retrouve nos 2 tackles offensifs. Ça n'a pas de bon sens de continuer à les appeler tackle alors que leur rôle avant toute chose c'est de bloquer. Bah comment vous les appelez vous? Les bloqueurs? Bah oui, je suis con. Te fais-tu ton gros tata là, j'ai l'impression, surtout que t'as complètement oublié de causer du demi-inséré qui est aussi dans la ligne offensive. Non mais me dis pas qu'il parle du tight end là. Bah si, je crois que c'est ça. Mon dieu. Le tight end a un rôle spécial car c'est un joueur hybride. Il est capable de bloquer comme un O-line mais aussi a la particularité de pouvoir sortir en tracé de passe et de se retrouver en position de receveur pour que le quarterback lui lance la balle. Donc une exception à la règle de Romy sur les gros qui ne font que pousser, et non, ils peuvent aussi courir et catcher. En face de lui, on retrouvera aussi un joueur hybride, à mi-chemin entre un defensive back et un linebacker, le strong safety, qui a pour assignation le tight end. Donc quand ce dernier reste en ligne, le strong a les mêmes fonctions qu'un backer, par contre si le tight end sort en tracé, il doit le suivre et faire un job de defensive back. Donc si t'es pas assez gros pour être O-line et trop pour être receveur, tight end c'est une alternative parfaite pour toi, et tu viendras comme ça compléter cette O-line si précieuse pour une équipe. Mais en quoi c'est le rôle le plus important? Ils font que bloquer quoi, ça va hein. Parce que sans de bons O-line, le quarterback n'aura pas le temps de lancer la balle car il se fera plaquer avant. Les running ne pourront pas courir car les trous ne seront pas ouverts et les kickers n'auront pas le temps de taper la balle car les défenseurs la bloqueront. En gros, aucun jeu ne sera possible. Donc tu peux avoir le meilleur QB avec le meilleur running et les meilleurs receveurs. Si t'as pas une bonne O-line, tout ce petit monde te servira à rien. Vu sous cet angle, c'est sûr. Mais tu peux regarder sous tous les angles possibles, c'est le poste clé d'une équipe. Et il n'y a qu'à regarder dans les clubs qui c'est les joueurs les plus durs à recruter, les gros. Et attention, quand je dis gros, c'est aucunement péjoratif car sachez qu'on les bichonne nos gros. Mais pourquoi ils sont si durs à recruter? Parce qu'en France, on en a encore à penser que pour faire du sport, il faut des athlètes ultra fités. Et que si t'es gros, tu peux pas bouger ton gros cul, donc tu peux pas pratiquer une activité physique. C'est pour ça que les mecs, ils osent même pas venir tester, car pour eux, c'est juste impensable de pouvoir faire du sport dans un club. Ça, c'était écœurant. Donc pour tous les gros lards, les imposants, les ventrus, les pleins de soupe, les barriques, les baleines, les grassouillés, les imposants, les épées et tous ceux qui étaient choisis en dernier en cours de sport, sachez que vous avez une place de premier choix qui vous attend dans le club de foot américain de votre région. Vous y recevrez un entraînement spécifique et adapté à votre poste et votre poids ne sera plus jamais un frein mais un atout. Donc n'hésitez plus et foncez. Et t'auras même le droit de défoncer du petit maigrelet, donc c'est tout bénef. Et voilà, on a enfin fait le tour de tous les postes qui composent une équipe de football américain. J'espère que ça vous aura aidé dans votre choix si vous hésitez encore, ou alors que ça vous en aura appris un peu plus sur les autres postes de votre équipe. C'est super important de connaître aussi le rôle de vos potes, ça vous aide à mieux comprendre les mécaniques de jeu et surtout à vous rendre compte que l'un sans l'autre, il n'y a rien qui fonctionnera. N'hésitez pas à nous corriger si on a fait des erreurs car encore une fois on n'est pas des pros et surtout pour la partie défense. Mais là je préfère vous aiguiller vers un vrai technicien, c'est Charles Torneau que vous connaissez sûrement mieux sous le nom de French Defensive Back qui a ouvert la première école de football américain en ligne. Je vous mets les liens de son site, son Insta, sa chaîne YouTube en description. Ce mec c'est un passionné et autant moi je peux dire beaucoup de merde que lui vous pouvez boire ses paroles sans aucune crainte. Une football school online, bah là vraiment moi je capote tellement cette idée elle est bonne. Donc si on reprend l'expression il faut tout pour faire un monde, c'est aussi valable pour une équipe de foot, car dans ce sport pas de discrimination de poids ou de taille, qu'importe vos mensurations, il y aura un poste pour vous et c'est votre motivation et votre détermination qui vous feront gagner votre place sur le terrain. Oubliez les préjugés et les dictats du sport en général, car le football américain est un monde à part où chacun y a sa place. Calice, t'es-tu en train de me mettre les poils là? J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner aux chroniques du football américain sur Instagram, Facebook et surtout YouTube. Allez vite vous commander un t-shirt French Football Player avec le code promo Chronique du Foot que je vous mets en description avec le lien du site. Et je remercie Romaric de nous avoir apporté son bel accent, sa bonne humeur et surtout un peu de son savoir canadien. Bienvenue, c'était vraiment le fun. Je vous dis à la prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, passez un bon réveillon et de bonnes fêtes de fin d'année. Ne culpabilisez pas pour tous les petits fours, les toasts, les bons plats, les bûches et les coupes de champagne que vous allez engloutir, car souvenez-vous qu'au football américain, il n'y a aucune différence entre un gros et un maigre, à part peut-être pour les brancardiers. Et surtout bien se dire que quand les gros seront maigres, ça fera longtemps que les maigres seront morts. A très vite dans les chroniques du football américain et joyeux Noël à tous.